statistiques du programme alimentaire mondial font état de 7,8 plutôt millions, 8,7 millions de personnes en situation de détresse alimentaire en 2021. On en parle aujourd'hui puisqu'il s'agit de l'agriculture. Les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est préoccupé de la situation. Mais on a l'impression de constater plutôt une sorte de vain mot puisque il a dit que l'agriculture, la revanche du sol sera prise sur le sous-sol, mais qu'est-ce qui est fait exactement dans le cadre de vouloir promouvoir l'agriculture? Que dire aujourd'hui de l'autosuffisance alimentaire? Quelle est la place qu'occupe la femme dans l'autosuffisance alimentaire en République démocratique du Congo? On en parle avec une invitée sur ce plateau. Nous avons donc, pour commencer, Madame Rosalie Mbouima. Vous êtes entrepreneur, bienvenue. Et productrice. Et productrice. Oui. Merci, merci beaucoup. Madame Mimi Ngumba qui est observatrice, bienvenue. En face de vous, vous avez quand même un homme pour genrer le plateau, c'est Monsieur Alkitenge. Vous êtes entrepreneur, mais également président du conseil d'administration de la coopérative Mabélé, pour dire Mabélé Coop. Exact. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci. Alors, pour commencer, madame, je commence avec vous. L'agriculture en RDC, pouvez-vous nous dire qu'elle occupe une place prépondérante? Merci beaucoup de la question. L'agriculture en RDC. Jusque-là, l'agriculture représente d'abord 80% de la population qui sont dans l'agriculture. Mais qu'est-ce que nous constatons de l'agriculture? C'est une agriculture jusque-là rudimentaire. Une agriculture où tout le monde peut faire l'agriculture, mais sans pour autant connaître qu'est-ce qu'est l'agriculture. Parce que l'agriculture, c'est un métier. L'agriculture, ce n'est pas une activité seulement génératrice de revenus, mais c'est un métier où vous trouvez les producteurs, les productrices, qui sont en train de faire un métier comme le métier des avocats, comme le métier des médecins, et ils sont en train maintenant de terminer par nous donner ce que nous pouvons manger. Et alors, dans notre pays, l'agriculture, jusqu'aujourd'hui, nous pouvons dire que cette agriculture ne se fait qu'avec des moyens propres. Il n'y a pas de subventions, il n'y a pas d'appui de l'État. Donc, chacun de nous est en train de faire de soi-même et vous êtes en train, et vous n'êtes pas oublié de voir que ce que vous mettez dans vos assiettes, ce que vous mangez aujourd'hui, c'est l'effort de femmes sans pour autant avoir une subvention quelconque. Donc, l'agriculture, on est en train de le faire sans une autre forme de professionnalisation. Donc, nous pouvons parler de l'agriculture si on le professionnalise comme on professionnalise tout autre métier. Madame Mimi Ngumba, on parle de l'agriculture. Oui, ce que je peux dire à ce niveau, c'est que la RDC a un potentiel agricole quand même énorme. On parle de 80 millions de mètres carrés de terres arables. Oui. Et donc, ce qui peut nourrir le quart même de l'humanité. Mais aujourd'hui, la population congolaise ne peut pas se nourrir par l'agriculture à sa faim. Donc, il y a problème. Je pense qu'il est temps que l'État congolais puisse définir sa politique nationale dans ces secteurs, ce qui pourrait permettre de passer à cette agriculture des subsistances, à une agriculture comme métier, à une agriculture comme source de revenus. Monsieur Alkitenge, est-ce que l'État congolais a-t-il une politique publique qui réorganise un peu ces secteurs? Si on dit non, ce serait méchant vis-à-vis du gouvernement, mais la réalité est que les politiques publiques qui ont été mises en place jusqu'à présent se sont trompées et n'ont pas été à la hauteur du travail que l'on attend. C'est pour ça qu'on n'a pas de résultat aujourd'hui. Je vais vous donner juste une illustration. Dans notre pays, tout le monde sait très bien que, et Madame l'a dit si bien, c'est le milieu rural qui fait le plus d'agriculture. Quand elle vous donne 80%, c'est aussi 80% de la population congolaise qui vient en milieu rural et périurbain. C'est là-bas que se fait l'agriculture, c'est pas en ville. Et quand vous regardez ce qui s'est passé, c'est que sous le temps du président Mobutu, on a donné des tracteurs, on les a donnés aux hommes. Sous Kabila père, on les a donnés aux hommes. Sous Kabila fils, on les a donnés aux hommes. J'espère beaucoup que Félix ne fera pas la même chose. Mais poser la question, qui va faire l'échange dans nos villages? Ce sont les femmes. Il y a un problème. Deuxième problème, c'est que pour faire de l'agriculture, il faut des terres. Dans notre loi, jusqu'à présent, on donne des terres aux hommes.
alors que tout le monde sait bien que ce sont les femmes qui font l'agriculture. Je crois qu'il y a un très sérieux problème. Et aujourd'hui, quand on parle d'agriculture, ce sont des gens qui ne savent rien faire d'autre, qui malheureusement ne peuvent s'abattre que sur l'agriculture. Alors que l'agriculture nourrit l'homme. L'agriculture devrait être un métier où les plus intelligents d'entre nous vont là-bas. Parce qu'en fait, aujourd'hui, l'agriculture n'est plus la même chose que l'agriculture des années 80. Aujourd'hui, on appelle ça smart agriculture, c'est-à-dire l'agriculture intelligente. Vous devez savoir quel est le niveau, la qualité des terres que vous avez, vous devez savoir quel est le niveau du climat, vous devez savoir quel est le niveau de pluviométrie que vous avez, vous devriez savoir quelles sont les graines que vous devez utiliser, vous devez savoir, il y a tout un tas d'informations. Ça veut dire qu'en fait, l'agriculture ne devrait pas être laissée à ceux qui ne peuvent rien faire d'autre. L'agriculture ancienne est complètement dépassée. C'est pour ça que la plupart des biens que nous produisions à l'époque, finalement, nous avons pu les abandonner pour être en mesure d'acheter des biens importés qui, soi-disant, sont moins chers. La seule raison pour laquelle ils sont moins chers, c'est qu'ils sont produits dans des conditions différentes. Et donc, pour vous, il faut renverser la tendance. Vous avez évoqué les hommes qui sont à la tête des différents appuis du gouvernement. Il faudrait cette fois-ci penser à la femme. Il faut juste être réaliste. 80% de notre population vit en milieu rural, 80% de l'argent de l'État dépensé dans les milieux urbains. Quelque chose ne marche pas. Et je discutais tout à l'heure avec M. Chikuma, et je lui disais, quand quelqu'un gagne de l'argent à Boma, il va où? Il dit, il vient à Kinshasa. Et quand il gagne de l'argent à Kinshasa, il va où? Il va en Europe. C'est exactement comme ça que se passe notre production également. Lorsque quelqu'un a de l'argent à Kinshasa, il importe des biens importés. Et ça, c'est la plus grosse bêtise que notre pays commet. Si nous désirons réellement avancer, il faut être en mesure de renvoyer de l'argent dans les milieux ruraux, c'est là-bas que se pose la production. Et si nous désirons donner des puits d'eau et donner la gestion de puits d'eau, il faut les donner à celles qui vont puiser de l'eau, ce sont les femmes. Si on désire donner de l'argent et des subventions et des mécanismes de renforcement de capacité en agriculture, c'est les femmes qu'il faut former parce que c'est elles qui font l'agriculture. Il y a un problème d'autosuffisance alimentaire qui se pose en République démocratique du Congo, puisqu'on en parle. Parce qu'aujourd'hui, Madame Rosalie, on peut compter sur la femme pour réussir cette autosuffisance alimentaire. Merci beaucoup. Avant que je revienne à votre question, je vais parachever d'abord ce que M. Ali a parlé par rapport à la politique nationale. Quand il dit d'être trop méchant, on n'acquiesce pas les gouvernements. Mais on doit parler de choses pour que nous puissions trouver des solutions. À l'époque de M. Mobutu, on a travaillé avec les plans, la politique nationale décennale de Belge. Et aujourd'hui, nous n'avons aucune politique nationale. Raison pour laquelle même l'agriculture est en train de tergiverser. Parce qu'il y a des bailleurs qui vont... Aucune politique nationale il n'y a pas de politique nationale agricole en RDC. Du fait que s'il y avait la politique nationale agricole en RDC, je crois que tous ces partenaires qui nous arrivent devraient avoir un endroit, un programme du gouvernement pour faire ce qu'ils devraient faire. Et comment ces secteurs Mais maintenant, les secteurs sont gérés par des programmes. Il y a des programmes qui sont gérés, mais ce ne sont pas des politiques agricoles. Et moi, en tant qu'agricultrice, nous sommes en train de demander au niveau du gouvernement, peut-être avec le nouveau président que nous avons, M. Antoine Félix, qui nous écoute et qui écoute la population, et il nous écoutera. Dernièrement, nous avons même fait une marche pour revendiquer d'avoir cette politique. Et je crois qu'aujourd'hui, s'il nous suit à la télé, je suis en train encore de tenir mon cœur pour dire, sans la politique nationale agricole dans le pays, l'agriculture ne se développera pas. Qui revendique? Les femmes agriculteurs, les femmes et les agriculteurs. Aujourd'hui, c'est autour de cette table, nous sommes jarrés. Il y a des hommes, il y a des femmes. Et dans l'agriculture, c'est une nourricière, c'est une mère qui revendique pour avoir cette politique nationale agricole. Est-ce qu'on peut reposer la confiance de cette Effectivement, aujourd'hui, quand vous regardez toutes ces mamans qui sont en train question de faire le maraîchage, ils sont au nombre de combien? Les femmes qui font l'élevage, ils sont au nombre de combien? Les hommes qui font l'élevage, ils sont au nombre de combien? Mais quand vous allez dans des familles, vous trouverez les femmes en train de faire l'élevage. Moi qui vous parle aujourd'hui, avant même de venir ici, j'étais d'abord dans ma canarderie. J'ai mis la propriété dans ma canarderie, je donne à manger au canard et enfin, je vais aller vaquer à d'autres occupations. C'est la femme qui fait tout. L'homme peut-être est là pour abattre les arbres, aider ce qui est un peu plus difficile parce que nous devons travailler ensemble, mais la grande partie revient à la femme. Et c'est pour dire qu'aujourd'hui, la femme est capable de nourrir le monde et la RDC en général.
Merci beaucoup, Madame Mimi. Vous avez suivi, elle dit qu'il faudrait faire avec les femmes au regard de l'effectif de ces femmes, de l'expertise que ça demande, également au regard du besoin qui se présente. Est-ce que l'on peut dire aujourd'hui que la RDC réussira l'autosuffisance alimentaire avec les femmes? Je pense tout de suite oui, parce que la culture a même déjà préparé le terrain pour nos dirigeants. Parce que du point de vue de la culture, ce travail de planter revenait à la femme. Voilà pourquoi nous avons beaucoup plus de femmes. Aujourd'hui, on parle de 80% justement des femmes qui sont dans ces secteurs, qui œuvrent dans l'agriculture. Et qui font Donc, le terrain est déjà balisé. La femme, elle a un rôle prépondérant dans l'agriculture. C'est l'actrice principale parce qu'elle intervient à tous les niveaux de la chaîne. Elle plante, elle entretient, elle récolte. Malheureusement, l'homme intervient, excusez-moi, à la vente. Ce qui intéresse l'homme, c'est l'argent. Et malheureusement, quand il faut donner, quand il faut subventionner, comme M. Kitenge l'a dit, c'est l'homme qui intervient. C'est à l'homme qu'on donne des semences, c'est à l'homme qu'on donne des tracteurs et tout le matériel agricole, mais c'est la femme qui est le moteur de tout. Moi, je pense que comme la femme a déjà l'agriculture dans les sangs, elle a l'agriculture dans sa culture, dans son quotidien. Moi qui vous parle là, j'ai quelques mètres où je plante les amarandes, les matembélés, les maniocs. Ça veut dire on a déjà ça, mais la femme a besoin d'être encadrée. Et si la femme est encadrée, c'est pas seulement pour son propre bénéfice. Non seulement elle sera épanouie, mais si ces secteurs deviennent formels, ça permet à l'État congolais de gagner aussi. Il pourra faire de bénéfices à partir de taxes qui pourront être imposées à tous les agriculteurs. Monsieur Al-Kitenge, qu'est-ce qui justifierait selon vous, qu'est-ce qui justifie selon vous cette réticence du gouvernement? La femme a déjà fait suffisamment ce preuve, mais on sent quand même que l'État ne veut pas y aller avec. Qu'est-ce qui sera la base? Je crois que vous avez suivi les travaux dans nos différentes chambres du Parlement à l'époque où on parlait de la question du genre, de la question de la famille et des droits des femmes. Étant donné que ce sont les hommes qui prennent des décisions, parfois les gens ont tendance à se favoriser. Et ça, c'est valable sur plusieurs débats. Mais c'est ridicule parce qu'on est finalement enfant de quelqu'un, d'une femme, on est frère d'une sœur, on a soi-même des enfants qui sont des filles. À un moment donné, il faut juste déprogrammer des faux logiciels et être en mesure de remettre sur la table des logiciels logiques. Vous avez parlé tout à l'heure d'expertise. Pourquoi vous pensez que les hommes sont plus capables que les hommes, que les femmes? Nous allons dans les mêmes écoles. Elles ont des fois des résultats bien meilleurs que ceux des hommes. Je ne comprends pas que vous pensiez que quand vient le moment de parler d'une femme, il faut lui demander de l'expertise que vous ne demandez pas à un homme. L'échec dans lequel nous sommes aujourd'hui, après 60 ans d'indépendance, c'est un échec des hommes. Il faudra à mesure de le reconnaître. Tout à l'heure, vous parliez de quelque chose de très simple. Vous parliez de l'autosuffisance alimentaire. On n'en parle plus. Aujourd'hui, on parle de la résilience alimentaire. On parle de la performance alimentaire. Et lorsqu'on parle des pays, on parle de la souveraineté alimentaire. Vous vous rendez bien compte, lorsque nous avons eu ici la crise de Covid, il a suffi que les pays dont nous importions les biens ferment leurs frontières. On a risqué de mourir de faim ici. Le chef de l'État a dû mobiliser la logistique militaire pour être en mesure d'aller à la recherche dans les milieux ruraux de la nourriture. Et vous avez vu que ça n'a pas marché. Et moi, je voudrais juste envie de dire, il ne faut pas penser qu'on doit continuer à faire de la petite agriculture. Aujourd'hui, on parle de ce qu'on appelle de l'agriprenariat. Ça veut dire l'entrepreneur agricole. Il est important de formaliser, comme l'a dit Mimi tout à l'heure, ce secteur. Il faut ajouter l'intelligence et les techniques nécessaires pour être en mesure de faire les choses. Il faut ajouter les normes. Aujourd'hui, on est en train d'aller dans la zone de libre-échange économique continentale africaine. Il va falloir que nous ayons une capacité de production en quantité, en qualité et en performance pour qu'on soit en mesure d'attaquer le marché et de défendre le marché. Deuxième, nous venons d'avoir la faveur d'accéder au marché américain dans le cadre de la GOA. Qu'est-ce que nous allons y vendre? Si nous n'investissons pas suffisamment d'argent pour être en mesure d'aller sur des produits dont le marché américain a besoin, on ne saura pas. Aujourd'hui, notre plus grand partenaire commercial... Vous évoquez deux points. Laissez-moi juste terminer. Vous allez finir, l'intelligence et la technique. Oui. Est-ce que la RDC en a? Oui, bien sûr, nous en avons. Et comme le disait Madame tout à l'heure, si ça fait partie de notre politique publique, nous allons donc aligner de la formation pour que nous ayons des gens formés aux nouvelles techniques pour être capables de pouvoir redresser ces questions. Alors, je voudrais revenir à ce que je disais tout à l'heure. Notre plus grand partenaire commercial s'appelle la Chine. Mais la Chine nous envoie des produits ici. Qu'est-ce que nous, on envoie en Chine? La Chine, c'est quand même 1,350 milliard de personnes. Si nous pouvons être en mesure de décider qu'est-ce que nous, on va envoyer en Chine, probablement que nous pouvons avoir un boom agricole dans ce pays. Et donc, ça s'appelle de la stratégie et ça ne peut faire partie que de ce que Madame appelle les politiques publiques. En dehors de la stratégie, qui est encore une politique qui doit, en principe, être mise sur pied, que doit
faire concrètement le gouvernement pour mettre au centre de l'autosuffisance alimentaire, je reviens sur le mot, la femme congolaise? Oui, au fait, ce que l'État doit mettre, d'abord, nous avons le problème des terres. On crie haut et fort qu'il y a 80 millions de terres arables. Quelles sont vos contraintes avant d'y aller, Mais de poursuivre? les contraintes que nous avons, dans la loi agricole, on nous parle des terres de jouissance communautaire. Quand je parle des terres de jouissance communautaire, c'est pour dire qu'il y a dans chaque village où il y a des chefs coutumiers, ils ont des espaces à donner à la population locale. Mais ces espaces-là n'y existent plus. Maintenant, les femmes qui se réveillent d'un bon matin, ils cherchent où faire son petit champ, ils ne trouvent pas d'espace. Mais au niveau du gouvernement, on crie qu'on a 80 millions de terres arables. Mais moi, je me pose la question, ces 80 millions de terres arables se trouvent où? C'est une question que je me pose. Et je suis en train encore de redire, les 80 millions de terres arabes, ce sont des terres que les colons ont fait les évaluations. Ça date de très longtemps. Est-ce qu'aujourd'hui, avec notre gouvernement, ils ont fait ces remésurages pour savoir encore que si nous avons encore les 80 millions de terres arabes? Parce que nous avons constaté qu'à un moment donné, dans la législature passée avec le président Kabila, vous allez trouver un monsieur qui ravit tout un espace, 5 000 hectares, 3 000 hectares. Les étrangers, où nous parlons maintenant de l'accaparement des terres, c'est une forme encore de vente du pays. Ils viennent, ils ne prennent pas moins de 1000 hectares. C'est au-delà. Et maintenant, la population que nous avons, vont travailler où? Pour que cette suffisance alimentaire, que nous puissions arriver à produire. Et s'il faut éradiquer la famine, ou bien s'il faut arriver à bien produire, nous devons avoir des espaces suffisants. Nous devons avoir, comme Kitenge l'a dit, nous devons avoir de la bonne semence. Et cette semence, ça ne doit pas être des semences exotiques. Ça doit être des semences locaux. Parce que quand moi je dis les semences exotiques, nous sommes en train d'enrichir les agri-multiplicateurs de l'autre côté. Et maintenant, pour enrichir les producteurs congolais, nous devons acheter notre propre semence, nous devons améliorer notre propre semence selon les normes que Ali a soulevées. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers Agoua. Avec quel genre de semences? Est-ce que ce sont des semences qui répondent aux normes? Point d'interrogation. À qui doit reposer cette responsabilité? Oui, effectivement, la responsabilité, il y a le ministère de l'Agriculture, il y a le ministère de l'Agriculture qui est là, il y a le ministère de Recherche scientifique, les recherches scientifiques avec la recherche dans la multiplication de semences améliorées. Mais ces ministères de Recherche scientifique ne sont pas subventionnés pour arriver à faire des travaux qu'ils doivent rendre. Le degré de collaboration que vous avez, oui, au niveau, nos femmes agriculteurs avec la recherche scientifique. Qui rentrent en musique. Avant, il y avait une barrière. Il y avait une barrière. La recherche trouve des semences et s'égare quelque part. Et nous, les producteurs, on est là, on fait, le mot même m'échappe, on récupère l'ancienne production que nous appelons semence. Or, à un bout de temps, ce n'est plus une semence. Mais maintenant, avec des plaidoyers, des agriculteurs, hommes, femmes, nous sommes arrivés à nous dire, mais que fait le ministère de la Recherche? C'est à ce moment-là qu'il y a eu maintenant cette jonction, que si le ministère de la Recherche trouve de la semence, il fait une participation avec les agriculteurs. Voilà au moins comment nous sommes en train maintenant de collaborer avec le ministère de la Recherche scientifique, le ministère de l'Agriculture et nous, les petits producteurs, et entre autres, les femmes qui sont dans les petites productions. Alors, on est en train maintenant de se dire, avec cette multiplication de semences, la semence coûte, la semence c'est de l'argent. Sans la subvention, personne ne peut faire la semence. Donc, nous sommes en train maintenant de chercher à ce que nous puissions avoir de la très bonne semence, des espaces, des bons encadrements, des bons géniteurs. Quand je parle de géniteurs, là, je regarde des élevages. Donc, il faudrait que nous ayons tout ça pour que nous puissions faire face à toute... Madame Mimi, au-delà de tout ce qu'elle dit, au regard de tout ce qu'elle dit,
j'ai comme l'impression qu'au-delà de la politique nationale, il faut également, il en faut plus. Ben, la politique nationale, d'abord, c'est la clé de tout, parce que l'État congolais doit organiser les choses. L'agriculture, c'est un domaine transversal qui fait intervenir, sauf erreur de ma part, non seulement l'agriculture et la recherche scientifique, mais même le ministère de petites et moyennes entreprises, et pourquoi pas celui de l'économie. Parce que j'ai dit que l'agriculture peut être génératrice des revenus et booster la croissance économique. Alors, moi, je pense qu'il faut, dans un premier temps, une table ronde qui mette ensemble toutes ces intelligences afin d'aboutir à une politique nationale agricole. Et maintenant, du côté de l'État congolais, pour l'instant, il y a quand même une exonération pour les intrants et matériels agricoles, mais on devrait arriver à des banques agricoles qui donnent de crédits. Et il ne suffit pas de donner des crédits à ces femmes. Il faut aussi tenir compte des contraintes de temps, du climat qui interviennent dans l'agriculture et aussi des échéances. Il ne faut pas que les échéances soient fixées de la même manière que les crédits qu'on donne pour d'autres secteurs. Donc, je pense que c'est un domaine qui demande à tous et à chacun de réfléchir, de mettre les intelligences ensemble pour arriver à faire de cette agriculture, disons, à passer à l'agriculture moderne qui permette à la femme de donner en plus de ce qu'elle donne déjà pour booster tout le reste. Monsieur Alkitenge, certaines statistiques font état de 1 million ou 1 milliard 500 millions de dépenses liées à l'importation de produits alimentaires, dont nous avons le potentiel ici. Justement, vous pensez que nous serons à même de résoudre cette question en capitalisant de petites unités de production agricole? Je pense simplement que le résultat ne peut pas venir au hasard. Madame Biuma le dit avec insistance et je vais peut-être être obligé de l'accompagner un petit peu sur son chemin. Vous savez que nous n'avons même pas une loi agricole. Ça fait une dizaine d'années qu'elle est en train de traîner dans les différentes chambres entre le gouvernement et le Parlement. Sans une loi agricole, toutes les grandes questions que nous sommes en train d'évoquer maintenant sont laissées au hasard. Et comme elle l'a dit si bien, on est dans des programmes, les uns avec la Banque mondiale, les autres avec la BAD, avec l'Union européenne. Tous échouent. Et vous savez pourquoi ils échouent? Parce qu'ils n'ont pas un plan de pérennité. Par exemple, il y a un programme qui s'appelle Parsa. Ça fait 2 ans qu'il aurait pu être arrêté. On n'arrive pas à l'arrêter simplement parce qu'il a consommé des millions de dollars et on a honte de l'arrêter parce que le jour où on l'arrête, le programme s'arrête aussi. Et beaucoup de programmes ne peuvent pas tenir s'ils ne font pas partie d'une stratégie, d'un plan. Un plan, il est par définition aligné sur le long terme. Madame parle, les deux dames d'ailleurs parlent de 80 millions d'hectares de terres arables. On a 120 millions de terres arables et irrigables. Le chef de l'État le dit tout le temps. Qu'est-ce que c'est les terres irrigables? C'est des terres qui demandent, pour être viables, d'être irriguées. Si nous avons 120 milliards de dollars, on ne devrait pas pleurer pour 5 000 hectares, 2 000 hectares qui sont donnés à gauche et à droite. Toute la question chez nous, c'est que nous sommes un pays avec une superficie de 2 345 000 km², et donc certaines terres sont très distantes. Les gens qui veulent travailler sur des terres qui sont à proximité. Et ça, c'est des exploitations villageoises. Maintenant, quand on va dans les exploitations industrielles, la distance n'est plus un problème. Regardez là où on est allé mettre Mukangalozo. On a mis toutes les infrastructures autour pour que ça soit en mesure d'être vivable et que les gens qui travaillent là-bas vivent également là-bas. Deuxième chose, la science doit être au cœur de la performance agricole. Aujourd'hui, la science, elle est dans les nouvelles technologies de l'information, qui relie le producteur qui est dans le champ avec des centres de recherche et qui le nourrissent avec de l'information. Et aujourd'hui, la performance, elle est à ce niveau-là. Si vous laissez l'agriculture entre les gens qui ont là-haut, ils ne peuvent pas compétir avec les autres, c'est tout à fait impossible. On a une chance aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les assurances. Si nous développons des assurances agricoles, il va être possible d'avoir les systèmes de financement auxquels faisait référence Mimi Ngumba tout à l'heure, sur la question de financement de l'agriculture. Et elle est revenue sur quelque chose d'extrêmement important, les agripreneurs. On doit faire de l'agriculture des véritables métiers, classifiés, connus, avec des gens qui travaillent et qui sont en relation avec l'écosystème économique et financier. Et à partir de ce moment-là, on a des partenaires. Je reviens sur un fait, c'est que 80% de la population vivent dans les milieux ruraux. Ce n'est pas logique qu'on ne dépense pas de l'argent là-bas. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, 140 groupes armés qu'on a aujourd'hui, ils sont tous dans les milieux ruraux, parce que c'est un milieu qui est complètement abandonné. Justement, il faut créer une chaîne. Il faut absolument créer des chaînes qui commencent là-bas et qui viennent ici. Mais je voudrais ici revenir sur les femmes.
L'agriculture, dans l'état actuel des choses, est très pénible. La pénibilité de l'agriculture est très forte. Les femmes se déplacent sur de longues distances, elles cultivent à la houe, et donc les distances, les hectares limités, les cultivés sont très très limités. Elles récoltent à la main. C'est toutes ces choses qu'il faut changer. Le jour où on change ça, le profil des femmes qui vont aller à la culture va être plus différent, il va complètement changer. On aura madame qui vous parlera de son agriculture, mais son agriculture n'est pas l'agriculture de la houe. Elle vous parlera de son élevage, ce sera un élevage moderne. Vous comprenez ce que je veux dire? Et si nous ne voulons pas bouger du traditionnel à l'intelligence, on ne saura pas être performant. Pourquoi Et donc à partir pourquoi, une parenthèse, vous martelez beaucoup plus sur l'agriculture féminine que une agriculture générale? Quel sera l'impact direct de cette agriculture qu'aura à la tête la femme? Dans notre sociologie, les femmes représentent 51% de la population. Et dans notre sociologie rurale, ce sont les femmes qui font de l'agriculture. Ça, ce n'est pas une donnée qui dépend de moi. Alors, si c'est ça, la donnée sociologique, il faut simplement la suivre. Et moi, je dis, il faut la suivre et il faut la renforcer. Les hommes font d'autres métiers, comme la chasse. Il n'y a pas les femmes ne vont pas chasser, ce sont les hommes qui vont chasser. Ils font d'autres activités, peut-être la pêche. Et d'ailleurs, la pêche dans certains pays ou dans certaines provinces de notre pays, c'est mixte. Il y a des femmes et des hommes qui pêchent. Et donc, j'ai envie de dire, je réponds là à une notion de notre sociologie telle qu'elle se présente pour l'instant. Et ce que je suis en train de dire, c'est qu'au-delà de ces personnes qui vont par vocation, il faut être en mesure de former des gens. Il faut structurer des écoles où nos jeunes femmes vont étudier les nouvelles techniques et les nouvelles technologies pour être en mesure d'être beaucoup plus performantes. On ne peut pas continuer à agir en plein 21e siècle avec des armes du 19e siècle. C'est juste la bonne manière de décider de perdre. Voilà, justement, madame, vous avez suivi M. Alkitenge qui revient sur la stratégie efficace. Vous pensez qu'il faudrait commencer par cette formation avant d'y aller déjà dans le renforcement matériel? Mais je crois que... Puisque vous êtes déjà en plein, vous êtes de plein pied, oui. Vous travaillez déjà dans le secteur, faudrait-il rentrer vers une formation? La formation de femmes agricultrices, moi je dis que former les femmes, tout à l'heure là, moi je viens d'être formée par des formateurs béninois, des formations en ligne. Et je vous assure que ces formations-là, quand nous arrivons à la base, nous avons ce que nous appelons les champs écoles paysannes. Avec les champs écoles paysannes, dès que vous arrivez, il y a des groupes de femmes. Ce que vous devez apprendre 10 ans, 7 ans à l'université, nous le faisions peut-être dans 2 ou 3 mois, séance tenante et sur l'État. Donc on invite les femmes. Aujourd'hui, nous allons utiliser la chaux. Ah, pourquoi la chaux? On explique pourquoi l'utilité de la chaux. Le pH. Donc, la chaux en question, c'est pour amender le sol, c'est pour ajouter l'azote. Donc, et la femme capte directement, sans pour autant faire 10 ans, 7 ans d'agronomie à l'école. Donc, c'est cette formation que, moi, je peux dire, la formation, elle est nécessaire, mais nous la contournons en mettant des champs écoles paysannes pour atteindre un grand nombre. Parce que s'il faut former, vous allez dire, ça va nous coûter ceci, ça va nous coûter cela. Mais quand c'est par les champs écoles paysannes, aussitôt arrivé au champ, il y a des radios de proximité, vous lancez les messages, et tous ces mondes-là viennent, ces femmes, ces hommes, ces jeunes filles, ils viennent, ils assistent à la nouvelle technologie que vous allez mettre en place. Qu'est-ce qui est prioritaire pour vous, la formation ou le renforcement matériel? Les deux sont nécessaires. Les deux sont nécessaires. Quand même j'ai dit la formation, peut-être pour les encadreurs, c'est une formation. Moi, je viens de suivre une formation. Mais maintenant, quand je vais la transmettre au niveau de la base, à ce moment-là, je vais passer par les champs écoles paysannes. Et quand il faut renforcer maintenant des capacités, on renforce les capacités des encadreurs. Vous comprenez un peu? Et parce que là, ça nous coûte un peu. Il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs moyens qu'il faut mettre en place pour ce renforcement des capacités. Mais quand il faut faire les champs écoles paysannes, là, c'est sûr, c'est un tenant. Je l'ai dit tout à l'heure. Je voulais peut-être parachever par rapport à l'importation des produits. Oui. L'importation des produits, moi, je me pose la question, on importe quoi? Tout et n'importe quoi. On importe tout et n'importe quoi. Ah, oui, voilà. Et on nous dit 1,5 milliard est jeté dans les masques de porc. 1,5 milliard dans les croupions. Dans les croupions.
1,5 milliard, j'étais peut-être dans des histoires donc, des riz avariés. Donc, moi, je me pose la les question. femmes peuvent le faire ici. Nous, ici à Kinshasa, à l'époque, made in Congo. oui, à l'époque, avec M. Mobutu, nous avons commencé sur le pool Malébo. Les poules Malébo produisaient les riz bio. Et je vous assure que ces riz-là, même aujourd'hui, on continue toujours à les produire. Oui, mais au centre, c'était l'homme. Ce Kitenge l'a dit. Au centre, c'était l'homme, c'était pas au centre, c'était l'homme H. Oui. Mais maintenant, aujourd'hui, nous sommes en train de parler. Quand on parlait à l'époque de l'homme, il y avait cette femme-là qui produisait les riz locaux. Et mais maintenant, si on regarde cet homme-là qui a contribué à l'échec, c'est parce qu'il y a eu des pourcentages pour importer de n'importe quoi et décourager la production locale. Et aujourd'hui, si le nouveau président nous prête oreille et prête aussi son attention, je crois que nous n'allons pas importer. De quel homme vous parlez avec H majuscule qui a contribué à l'échec? Oui, à l'échec, c'est un peu plus précis. Hein? Il y a l'homme, le gouvernant. Oui. Il y a aussi les femmes qui étaient dans ces gouvernements. Et mais maintenant, aujourd'hui, nous sommes en train de nous plaindre, nous les agriculteurs. Si le nouveau président prête maintenant l'oreille à ce que nous sommes en train de dire, je crois que même la production des poules ici, nous sommes capables de le faire. Nous sommes capables de le faire. Parce que si vous regardez la grande majorité, j'ai les statistiques chez moi au bureau, quand je vais vous faire sortir les femmes qui sont en train de produire le poule, vous n'allez pas y croire. Quand je vais vous faire sortir les statistiques des femmes qui sont dans l'élevage, des canards, des petits ruminants et tout, vous n'allez pas y croire. Mais tout simplement, ils sont découragés. Je vais prendre un exemple de la production de maïs. Les femmes produisent le maïs localement. Demain, ce sont les dons de maïs qui vous viennent, je ne sais pas de quel pays, et ça casse même cette femme entrepreneur qui a pris du crédit à la banque pour produire son maïs. Mais maintenant, les gens préféreront prendre le maïs à un vil prix par rapport à prendre le maïs qui est produit localement et bio. Est-ce que l'environnement congolais vous est favorable pour assurer votre épanouissement de femmes agriculteurs? Normalement, je dirais non. Encore une fois. Je dirais non parce que tout ce que nous sommes en train de faire n'est pas encouragé. Même vous, tel que vous me posez la question... Vous êtes quand même protégé par la loi, M. Alkitengue. La loi agricole, moi je fais partie de la mise en place de cette loi agricole jusqu'à aujourd'hui sans mesure d'application. Une loi qui n'a pas de mesure d'application, c'est une loi qui est en train de traîner comme ça. Qu'est-ce qui est dit qui n'est pas fait? Je reviens à vous. Donc... on va revenir à vous. Qu'est-ce qui est dit qui n'est pas fait? Je crois que... une chose importante, d'abord une loi, elle doit être votée, elle doit être promulguée, elle doit être accompagnée par des mesures d'application, elle doit être accompagnée par ce qu'on appelle une politique de suivi et évaluation. Le drame chez nous, c'est qu'on n'a pas encore déterminé qu'est-ce qu'on va faire. Mais vous savez, ce qui est dans le secteur agricole, c'est exactement la même chose. On est un des grands pays miniers, on n'a même pas un plan stratégique minier. On est un des grands pays très énergétiquement puissants, mais on n'a même pas une politique énergétique. On vit au hasard. On vit avec des programmes à court terme. Et du coup, d'ailleurs, c'est des programmes qui sont initiés par des partenaires qui, eux, ont un agenda complètement différent. Mais je voudrais simplement vous dire une chose. Lorsqu'on met en place un plan stratégique agricole, il y a le plan national, il y a le plan provincial, et puis il y a les plans locaux. Pourquoi provincial? Parce que toutes les provinces ne sont pas les mêmes, elles ne sont pas dotées de la même manière, elles n'ont pas le même climat. Pourquoi local? Parce que finalement, l'activité agricole est une activité de proximité. La seule raison qui fait que nous ne marchons pas très bien, c'est que tout est décidé à Kinshasa. Il y a ici des gens qui ont la main sur l'argent et qui ont la main sur la décision et qui prennent des décisions complètement maladroites, qui ne donnent pas de résultats et ils s'en foutent. J'aime beaucoup le projet de Bukangalozo et moi je pensais qu'on devait en avoir 10-15 dans le pays. Mais tout le monde sait très bien que lorsqu'on a commencé à implanter Bukangalozo, les gens des lieux ont commencé à se dire mais c'est quoi encore ça? Pourquoi? Parce que c'est un programme national qui est fait au Bandundu. Non, ce programme devait être fait
par la direction provinciale du Bandundu, parce qu'elle connaît mieux la sociologie et elle aurait su beaucoup mieux faire les choses. Le drame ici, c'est que on pense que tous les hommes intelligents sont au gouvernement central. Ce n'est pas vrai. Nous sommes tous Congolais. Ceux qui dirigent les provinces et qui dirigent les communes sont des Congolais tout autant. Il faut apprendre à les responsabiliser et à leur donner l'argent. Et ce que je voudrais dire, c'est que nous ne pouvons pas continuer à être des esclaves économiques. Lorsque vous importez des biens de l'extérieur, des biens que vous pouvez produire ici, ça veut dire qu'en fait, vous volez les emplois de vos propres enfants, vous payez des salaires dans les pays qui vous envoient des biens et vous faites du développement dans ces pays-là. Mais il faut être esclave pour être en mesure d'agir comme ça. Mais en fait, ici, il y a des acteurs de cet esclavage. Ce sont les importateurs. Allez regarder qui sont ces importateurs. Il y a quelques Congolais, mais il y a beaucoup d'étrangers. Mais pour eux, c'est une activité logique. C'est une activité de renforcement de leur pays d'origine. Mais c'est notre responsabilité de pouvoir dire, sur certaines choses, il n'y a pas d'importation, parce que quand on importe, qu'est-ce qu'on fait? On prend l'argent en devise que nous avons accumulé avec les produits miniers, et on le donne aux gens pour importer des choses que nous pouvons avoir ici chez nous. C'est du pillage pur et simple. Pouvons-nous dire, Madame Mimi, que les échecs d'hier liés à la participation de l'homme peuvent être corrigés aujourd'hui en y associant la femme à l'agriculture? Il suffit pas de la manière dont c'est présente. Il ne suffit pas d'associer la femme, mais il faut surtout lui permettre de décider. Moi, je dirais même en passant, pourquoi ne pas confier le ministère de l'Agriculture à une femme cette fois-ci? Ce serait une façon, non seulement d'encourager les femmes, mais de permettre à la femme qui connaît justement les sensibilités de ces secteurs de mettre une bonne politique en marche pour permettre de booster la politique congolaise dans ces secteurs. Expliquez-nous. Mais nous avons dit ici au départ que la femme était le moteur de ce secteur. Nous avons dit qu'elle était l'actrice principale. Il faut la former. Mais les formations actuelles, telles que Madame le dit et Monsieur... tout un ministère. Mais pourquoi pas? Est-ce que je peux dire quelque chose pour compléter un petit peu Mimi tout de suite? Dans votre imaginaire, quand on dit villageois, il dort dans quoi? Allez-y. Il dort dans une hutte ou dans une case, peut-être en même temps que ses 3 ou 4 chèvres. C'est ça l'image réelle. Pendant 60 ans, c'est ce que nous avons reproduit. 60 ans d'indépendance. Il y a quelque chose de sérieux à faire. Nous sommes restés villageois pendant 60 ans. Non, nous sommes restés esclavagistes de nos propres frères. Ça veut dire que nous, qui sommes en ville, nous avons gardé des politiques publiques qui mettent nos propres frères dans cet état-là. Et après, on voudrait se développer. Non, on ne peut pas se développer si 80% de notre population est mis dans un sac de sous-développement. C'est juste impossible. Il n'y a pas un seul économiste intelligent qui peut penser que nous pouvons nous développer avant de développer nos milieux ruraux. C'est juste impossible. Alors, l'une des choses que j'ai envie de dire aujourd'hui, et elle va directement dans ce que les dames disent, c'est qu'il faut d'abord s'assurer que nous inversons l'échelle. L'échelle, c'est où se trouve la plus grande masse de notre population, c'est dans les milieux ruraux. 51% de notre population qui se trouve être les femmes, il faut leur donner le pouvoir d'agir sur leur propre destin et d'agir sur le destin du pays. Troisième chose, il faut qu'on change, qu'on laisse l'agriculture sommaire et complètement inutile parce que ça ne donne pas de résultats pour aller vers l'agropreneuriat et donc l'agriculture intelligente pour que ça soit en mesure d'attirer des gens qui ont des capacités. L'agripreneuriat doit commencer par les milieux ruraux. On n'a pas le choix, c'est là-bas que nous avons des terres et c'est là-bas que se trouve 80% de notre population. Okay. Et il s'agit là de changer de paradigme. Piste de solution. Je disais, s'il faut booster ces secteurs, il faut toucher la femme, l'acteur principal. Et cette femme, elle doit avoir une responsabilité. Elle doit être responsabilisée. Moderniser l'agriculture, c'est partir de la femme qui la tient. Formaliser l'agriculture, encore une fois, il faut faire recours à la femme parce qu'elle intervient à 80% dans ces secteurs. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Puisque nous reconnaissons sa participation active dans ces secteurs, alors c'est vers elle que nous devons aller si nous voulons réellement rendre cette agriculture bénéfique pour le pays. Qu'est-ce que l'État doit faire concrètement et spécifiquement pour résoudre ce problème? On y va déjà vers les solutions. Actuellement. Ouais. Ce que le gouvernement doit faire, nous avons vu qu'avec l'achat des tracteurs, c'est vraiment un échec. On a acheté milliers de tracteurs, mais la production agricole ne booste toujours pas. Alors, maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que nous puissions arriver à booster cette agriculture et que nous ayons de quoi à mettre sur nos tables? L'État et les privés. L'État et les privés. Oui. Mais je crois que si
l'État arrivait à nous trouver, ne serait-ce des petits motoculteurs. Vous allez trouver les petits motoculteurs, même moi, je peux traîner ces petits motoculteurs. Et je peux labourer tout mon espace, 2, 5, 3 hectares. Mais tandis qu'avec les tracteurs, il y a des pannes, il y a des ceci, peut-être moi-même avec tout ce choc-là, je ne saurais pas. Mais avec des petits tracteurs, on peut y arriver. Donc, vous voyez que si on nous met, on donne à cette femme ces petits tracteurs, Mimi a parlé de fonds agricoles, et la mise en place d'une banque agricole. C'est que moi, peut-être je ne peux pas être d'accord avec elle, parce que quand je parle de la banque, vous allez trouver que dans une banque, il y a des normes bancaires que peut-être la femme ne saura même pas faire face pour avoir des crédits ou des hypothèques pour avoir ces fonds-là. Donc par contre, ce que moi j'aurais voulu, c'est que le président nous mette un fonds de garantie bancaire quelque part. Dans une agence quelconque, on crée ces fonds-là pour l'agriculture. Et l'agriculture spécialement pour les femmes. Parce que les femmes ont prouvé de quoi elles sont capables. Hier, nous avons mis même notre mutuelle financière en place, la toute première, au niveau de la RDC. Donc c'est pour dire que si on donnait à cette femme ces petits tracteurs, on donnait à la femme de moyens, on lui mettait à ses côtés tous ces chercheurs, les scientifiques, les biologistes, parce que il faut faire les études pédologiques, il faut faire des études de la normalisation et la métrologie et tout ça. Je crois que cette femme-là va booster l'agriculture. Très bonne piste de solution. Je reviens sur l'agriprenariat, vous l'avez appliqué ainsi, que doivent être justement la stratégie efficace pour réussir ce gros entrepreneuriat. Des écoles, parce qu'on ne devient pas entrepreneur par hasard. Il faut apprendre non seulement à faire du champ, mais après il faut apprendre à gérer, il faut apprendre à se connecter au marché. Des écoles à tous les niveaux, des écoles professionnelles, des écoles secondaires en bonne et due forme, des universités, et donner des opportunités aux gens. Et moi je voudrais encore dire, on ne met pas une grande école d'agronomie en ville, on met des grandes écoles d'agronomie plus proches des gens qui font de l'agriculture. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est important. Deuxième chose, mécanisme de financement. Et moi je pense que les deux dames ont raison. Il faut absolument un fonds de garantie, c'est une très bonne chose, mais il faut également des systèmes bancaires spécialisés, prêtes pour être en mesure de donner des solutions au secteur agricole. Après ça, il faut des assurances spécialisées pour être en mesure d'assurer le secteur agricole. Et tous ces produits dans l'écosystème mondial existent. Troisièmement, le fonds de promotion de l'industrie devrait avoir un pool spécial industrie agricole, pour être en mesure de faire la promotion des petites et moyennes entités capables de pouvoir transformer la production locale, pour être en mesure de la mettre dans les rayons, dans le circuit de distribution. Et pour moi, le troisième palier ou le quatrième palier, c'est le réseau de distribution. Si vous ne maîtrisez pas le réseau de distribution, les autres frères qui viennent de partout dans le monde vont venir ici avec un seul objectif, être en mesure de ponctionner les devises pour être en mesure de faire venir les biens de leur pays. Et c'est notre responsabilité de pouvoir nous occuper du réseau de distribution. Mais laissez-moi dire une dernière chose au sujet des tracteurs. Alors, une dernière, justement. Au sujet des tracteurs, et là je ne suis pas d'accord avec madame, parce qu'elle dit les tracteurs, les femmes ne sauront pas. Aujourd'hui, un tracteur est un élément ergonomique. Le tracteur, il est climatisé, il a une chaise en bonne et due forme, on peut travailler et il a un ordinateur à bord. C'est ça un vrai tracteur aujourd'hui. Et les femmes de notre pays méritent juste qu'on les forme et qu'on les leur donne. Madame, laissez-moi vous dire qu'au Katanga, il y a des femmes qui conduisent des bennes 100 tonnes dans les mines. Et ce sont des femmes. Elles s'en sortent. Je ne vois pas pourquoi on devrait leur donner des motoculteurs. On devrait leur donner le meilleur des matériels qui puissent exister pour qu'elles fassent leur travail. La seule chose, c'est qu'il faut les former. Merci beaucoup, Madame Mimi. Vraiment, en une seconde, on va finir avec vous. Il y en a de ces femmes qui désespèrent déjà. Celles qui, hier, se sont lancées dans l'agriculture, qui perdent espoir. Quel est le message réconfortant que vous pouvez leur passer? De garder espoir, mais dans tout ça, je pense que la responsabilité, la grande d'ailleurs, incombe à l'État congolais qui doit organiser ces secteurs, parce que l'État doit savoir qu'il y a beaucoup des taxes qui lui échappent par rapport justement au désordre qui caractérise ces secteurs. Donc il y a lieu de mettre de l'ordre dans ces secteurs pour permettre à l'État congolais d'accroître son économie.
Merci beaucoup, merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. C'était un plaisir de partager avec vous cette réflexion. Merci à vous également de nous avoir suivis. C'était donc cette émission Moi-ci pour vous, tout le jour. Nous parlons de la femme, mais également avec des thématiques différentes. La suite, ça sera sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.